Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 7 octobre de l'année 2018, c'est aujourd'hui la journée mondiale d'action pour le travail décent. Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous savoir nombreux sur les antennes des médias du groupe de presse de matinée en direct des studios de Aussi FM. Voici le 38e numéro de votre émission sociopolitique, Carte sur table. Eh bien, à mi-chemin, voilà où se trouve Patrice Talon en ce début du mois d'octobre. Il y a 2 ans et demi, le stade Charles de Gaulle de Porte-Nouveau, Ouakane, Ouida, Abomey et Porte-Nouveau, pour ne pas dire dans le Cotonou, le dansait au rythme des accordéons de la victoire. Au milieu de son mandat, on s'aperçoit que rien n'est jamais simple pour un président de la République. Au milieu de l'heure de leur partage entre l'impatience et l'optimisme. Et bien oui, 2 ans et demi, marqués par des avancées dans plusieurs domaines de la vie politique, économique et sociale, mais aussi des couacs, décryptage de son action en cours et de celle à venir dans cette émission. L'actualité, vous le savez, c'est aussi le code électoral. Le nouveau texte a été examiné par la Cour constitutionnelle cette semaine avec quelques petits changements. Et bien, nous parlerons également du président Sébastien Gabon, convoqué à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Priette, de la lettre à la République de l'ancien chef de l'État Bolivie, des élections législatives aujourd'hui. Pour nous parler des invités dans ce studio. Et M. Armand Afosopé, membre du bureau politique de l'Alliance pour le bien-être enfant ABP, coordonnateur de l'Alliance dans le zoo. M. Afosopé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. M. Nathanaël Denis-Vigon, président du mouvement des jeunes actifs MJA. Il est également président du collectif Initiative Jeunes. M. Vigon, bonjour. Bonjour, M. Hospice. Bonjour à tous les auditeurs d'Océan FM. Voilà. Alors, vous êtes sur Océan Télévision, avec la caméra de Sénat Yessoufou. Vous êtes sur Iban FM de Paracoin du studio à l'Incanton de Cotonou, et puis naturellement, vous êtes sur Iban FM en synchronisation depuis Paracoin. Merci donc d'avoir fait le bon choix et bienvenue à vous tous. Merci encore beaucoup qui va coordonner toute cette émission en direct dessus de Cotonou. Mes chers invités, donc merci surtout d'avoir accepté notre invitation pour pouvoir opiner sur quelques sujets d'actualité. Monsieur Armand Afosopé, je vais démarrer par vous, puisque c'est pour la première fois et bien que vous êtes sur cette émission Carte sur table. Vous êtes membre du bureau politique de l'Alliance ABP. Eh bien, comment se porte d'abord aujourd'hui votre alliance politique? L'Alliance ABP se porte à merveille. C'est une alliance qui fait son petit bonhomme de chemin. Vous n'êtes pas sans savoir que le leader charismatique de l'Alliance ABP est le numéro 2 du gouvernement. Vous n'êtes pas aussi sans savoir que ça fait 2 fois que le leader a été aux élections présidentielles. Donc c'est une alliance qui vit au jour le jour, c'est une alliance, les instances s'animent comme il le faut. La démocratie au sein de l'Alliance ABP est bien installée. Donc nous faisons quand même notre petit bonhomme de chemin. C'est vrai que depuis 2 ans et demi, M. Afosopé, l'Alliance ABP quand même soufflé le chaud et le froid, il ne faut pas se le cacher, puisque le député Afo Mohamed Tidjani, justement avec la couleur de l'ABP, a pris sa distance avec le président Ndiaye Tchani et créé son propre parti politique dénommé Ensemble pour la République. Alors, il y a également la démission de Franck Massassi, qui est le leader au porte-parole des jeunes, qui a rejoint l'ESL de Sébastien Gabon. Cela n'a pas emballé un tout petit peu le parti. Mais au fait, vous savez que les partis politiques au Bénin, c'est comme un cercle qui tourne. D'autres vont tourner, venir au milieu du cercle, d'autres vont partir et quitter le cercle. Donc, tout ça fait la vitalité de la démocratie. Moi, je ne suis pas venu ici ce matin parler de ceux qui ont démissionné de l'Alliance ABP. Chacun a sa commission. Ok? Donc, moi, je suis membre de l'Alliance ABP depuis bientôt 11 ans. J'y reste et je suis toujours là. Donc, vous savez, c'est là où nous devons féliciter le président de la République, Patrice Talon, qui, dans ses réformes politiques, est en train d'instaurer le système partisan. C'est ça. Vous savez, la transhumance politique est la devise des politiciens du Bénin.
Je pense que par rapport à l'environnement du système partisan, tous ces remue-ménages de démission, les choses vont cesser. Le clivage politique sera prochainement clair. Les policiers sont souvent le ventre devant, et puis c'est ça. Oui, c'est ça. Quand tu prends la démission de chacun, de ceux qui quittent d'un parti à un autre, les arguments ne sont pas valables. C'est ça. Il n'y a pas d'argument. Je l'ai dit, c'est vrai que je l'ai dit tantôt que je ne suis pas venu ici pour parler de X et de Y qui ont démissionné de l'Alliance. C'est un épiphénomène pour vous? Bien sûr. Il n'y a même pas d'événement. D'accord. Il n'y a même pas d'événement. Monsieur Nathaniel Denis, vous êtes donc habitué de ce studio, ça je l'ai dit, puisque vous avez déjà quand même passé par cette émission consultable. Vous êtes aujourd'hui le président issu donc du mouvement des jeunes actifs MJA. Vous venez donc de créer le collectif Initiative Jeune. Alors pourquoi? Est-ce que c'est pour disons appuyer les MJA, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Oui, je vous remercie beaucoup, M. Hospice. Je crois que ne faut pas aller chercher loin. En fait, nous nous sommes rendus compte, autant nous que d'autres présidents de mouvements et d'associations, qu'il serait inutile, vu la tendance et vu les enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, de continuer à marcher chacun dans sa direction. Nous sommes convaincus que c'est seulement ensemble, en nous mettant ensemble, en mettant en symbiose nos forces, que nous pouvons peut-être avoir quelque chose de beaucoup plus représentatif, de beaucoup plus sérieux. C'est ça. Pour pouvoir mieux faire ressortir nos arguments, pour pouvoir mieux nous faire entendre et surtout pour pouvoir être efficace dans ce que nous faisons. Parce que comme nous l'avons dit, si nous mettons nos voix ensemble, elles porteront mieux. Donc c'est convaincu de ça que certains nombres de présidents de mouvements, d'associations se sont mis ensemble et c'est ça qui a donné l'initiative Jeune, qui se définit aujourd'hui tout simplement comme la somme des aspirations et des projets auxquels aspire la jeunesse et qui doit être connu de tous et qui doit finalement, parce que je dis finalement parce que nous avons l'impression souvent que nous n'avançons pas, qui doit être finalement mise en œuvre pour que ce que les jeunes veulent, on le leur réalise tel qu'ils le veulent, parce que nous avons l'impression parfois qu'on fait un peu notre bonheur sans nous consulter. C'est ça. Alors, que comptez-vous faire justement dans les jours à venir avec ce collectif pour qu'on ne dise pas que vous êtes un mouvement mondial, comme on a vu quand même plusieurs associations qui ont vu le jour et qui ont disparu pour l'enchantement quelques mois. Oui, moi je vous rassure tout de suite, parce que il faut savoir aussi, il faut parfois faire le diagnostic de ce qui a conduit à la mort de ces regroupements dont vous parlez. Il faut reconnaître avant tout que nos objectifs sont extrêmement clairs. Nous l'avons dit, nous voulons que les choses bougent et bougent dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations jeunes. C'est la jeunesse qui est notre préoccupation majeure. Et déjà, quand vous parlez d'action, nous avons commencé à faire des actions. Les actions pour nous n'allons pas réinventer la roue. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de proposer une autre politique au gouvernement. Ce que nous avons fait, nous avons juste pris le PAG, qui est le programme d'action du gouvernement pour les 5 ans du mandat du président. Et nous avons pioché dedans les projets qui nous semblent extrêmement profitables à la jeunesse. Nous avons sélectionné 6 projets. Nous avons écrit au gouvernement, déjà que nous avons saisi par courrier, pour énumérer ces projets, leur dire ce que nous en pensons et leur dire comment nous pensons qu'on peut que la jeunesse pourra mieux profiter, en fait, de quelle façon nous estimons que la jeunesse pourra mieux profiter, de quelle façon nous estimons que ces projets-là doivent être conduits. Ce n'est pas des recommandations, c'est surtout des suggestions. Parce que nous pensons que si nous sommes la cible, nous savons mieux que quiconque ce qui serait vraiment bien pour nous. Donc nous avons fait ces recommandations que nous avons envoyées au gouvernement. Nous ne pouvons pas tous les détails ici. Je vais vous permettre tout à l'heure, si vous permettez, bien sûr, de quand même brosser un peu ce que nous pensons de ces 6 projets-là. Alors, puisqu'on parle de l'initiative jeune, j'avais mentionné la question à M. Armand Apostle, vous savez, il y a tellement d'initiatives aujourd'hui, l'initiative de Niki, avec ce monsieur Sami Korogori qui est copié de l'un des présidents fermes, des initiatives. C'est vrai que ce n'est pas la même chose avec l'initiative de M. Nathaniel Denis, mais des initiatives de jeunesse. Celui que nous avons vu, cette jeunesse militante du Nord, mais qui a fait des déclarations ethnocentriques et régionalistes, comment on va voir ces initiatives qui naissent? Vous savez, d'abord je refuse tout débat qui consiste à personnaliser une région par rapport à une autre. Je félicite
mon frère Nathanaël Vigan, qui eux se sont réunis quand même pour décortiquer le PAG en prenant des projets qui concernent la jeunesse et écrire au gouvernement. C'est ces genres d'initiatives que la jeunesse doit faire, que d'autres manipuler, que de se réunir sous fond de régionalisme. Je dénonce avec véhémence les propos de M. Korokondi. C'est un ami. Et je profite de votre occasion pour demander la clémence du président de la République. Vivement qu'il soit gracié et qu'on le libère. Je me demande. Parce que c'est votre ami, mais c'est parce que. Non, c'est parce que c'est une manipulation. Ah bon. Je le connais et je dis c'est une manipulation. Vous savez, la jeunesse aujourd'hui doit être un repère. Nous sommes en train de faire une lutte aujourd'hui au Bénin. Nous voulons que les aînés nous cèdent un peu de place. Nous voulons gérer l'état béninois, nous voulons gérer les choses publiques comme nos aînés. Et nous sommes en train de lutter pour atteindre ce niveau. On ne peut pas vouloir être jeune et avoir l'ambition de gérer et tenir des propos incendiaires. Ce n'est pas possible dans un État. Si les jeunes se retrouvent, il faut qu'ils se retrouvent au niveau des projets, comme le jeune Nathanaël Vigan. Vous voyez, donc, oui, la jeunesse doit se réunir, la jeunesse doit dénoncer. Je ne dis pas ça pour refuser la dénonciation. Vous savez, dans un pays, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Il y a des gens qui sont de la gauche, de la droite. C'est normal. Tout ça participe à la vitalité de notre démocratie. Mais il faut éviter de tenir des propos régionalistes. Il faut éviter de tenir des propos qui peuvent mettre un certain nombre de peuples en conflit. Nous sommes le Bénin et nous sommes indivisible. C'est-à-dire, moi je me sens, quand je suis au nord, je me sens à l'aise comme je suis au sud. C'est ça. Vous voyez, donc, oui, nous sommes d'accord pour l'initiative de la jeunesse, mais non pour des initiatives manipulées à caractère régionaliste. Alors, monsieur Nathalie Delabidon, tout à l'heure, vous avez énuméré un certain nombre de projets, de points. Est-ce qu'on peut l'avoir rapidement avant de continuer cette mission? Oui, merci beaucoup. Je demanderai, si possible, que nos auditeurs puissent prendre note, parce que, comme je l'ai dit, nous l'avons pris au niveau du PAG. Oui. Nous avons sélectionné, comme je l'ai dit, 6 projets. Je vais les énumérer rapidement. Le projet numéro 8 au sein du PAG, qui concerne les filières conventionnelles. Les filières conventionnelles, c'est au niveau de l'agriculture. Vous avez le riz, le maïs, le manioc, etc. C'est au niveau de l'agriculture au sein du PAG. C'est le projet numéro 8 au niveau du PAG. Je l'ai dit, nous avons sélectionné aussi le projet numéro 22, qui parle de l'administration intelligente et qui concerne toute forme de... aujourd'hui, l'administration intelligente, c'est comment dématérialiser complètement les procédures administratives, comment éviter aux gens de ne plus faire l'erreur dans l'administration, comment directement de son portable pouvoir remplir des formulaires déjà, voilà, etc. Nous pensons que nous pouvons beaucoup aider aussi dans ce genre de projet. Il y a aussi la génération numérique par l'éducation et la formation. Nos jeunes sont assez aguerris pour pouvoir beaucoup aider dans ce genre de projet. Développer les énergies renouvelables. Là aussi, nous avons beaucoup de choses à proposer. Et je dis au passage que tout ce que nous énumérons là, nous avons travaillé dessus. Nous avons des propositions concrètes, voire des partenaires prêts à aider dans ce sens-là. Il y a aussi l'aménagement de la lagune de Cotonou de Port-Nouveau, c'est le projet numéro 30 au sein du PAG. Et enfin, nous avons le programme d'habitat social, qui est le projet numéro 40. Voilà. Donc, si vous permettez que je brosse un peu, je vais prendre deux parce que c'est aujourd'hui, je prends au pied levé déjà le projet numéro 8 qui parle des filières conventionnelles du riz, de manioc et autres. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'excès de production. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de production de manioc, de gari, de riz, surtout de maïs. Il y a eu, avant-hier, un communiqué des ministres du commerce et de l'agriculture conjoint qui demandaient à nos forces aux frontières de laisser passer
laisser passer le vivre, contrairement à ce qui avait été dit, afin de permettre aux paysans d'écouler leur surplus de production. Donc c'est déjà un problème d'actualité. Nous en avons parlé par le passé, nous insistons encore là-dessus. En fait, comment est-ce que nous voyons les choses? Nous allons le dire franchement. Au niveau de l'agriculture, nous pensons qu'il faudrait qu'il y ait quand même une symbiose dans les actions qui se font. C'est-à-dire, lorsqu'on pousse les paysans à surproduire, il faut qu'on sache à l'avance où est-ce que ces produits iront, comment les écouler, comment les utiliser. Et c'est possible permettre à l'État, si possible, de pouvoir acheter à l'avance cette production. Qu'est-ce que nous avons proposé? Nous avons dit que l'État est responsable, par exemple, des cantines scolaires. L'État est responsable, par exemple, des réfectoires, des prisons, d'hôpitaux et de garnisons de l'armée, tout ça. Ça fait quand même beaucoup de budget que l'État alloue pour nourrir non seulement les enfants à l'école, les prisonniers, les gens dans les hôpitaux. Ça, déjà, l'État s'en occupe. Pourquoi ne pas sélectionner, nous l'avons dit, des opérateurs économiques à qui on donne des agréments pour pouvoir livrer directement des produits locaux béninois pour pouvoir alimenter. Parce que rien que, par exemple, la cantine scolaire, c'est déjà passé après les 30 milliards. J'ai passé les chiffres sont exacts. C'est quand même beaucoup d'argent. Donc d'autres sommes du genre sont allouées encore à des structures qui nourrissent des Béninois et que ça dépend de l'État. L'État étant responsable de ça peut demander que désormais que ce soit des produits béninois produits par des paysans qui puissent alimenter les gens dans ces domaines-là. Donc, comme je l'ai dit, il faut donner des agréments à des gens pour aller acheter ces produits et livrer exclusivement ces unités de production. Ces gens-là pourront préfinancer les récoltes au niveau des paysans. Les gens, quand ils vont produire, ils savent à l'avance là où ça ira. Ils savent que leurs produits ne vont pas traîner, ne vont pas. Donc ça permettra aux gens de bien produire et de savoir déjà où est-ce que les productions vont. Nous avons demandé parallèlement que des unités de transformation au Bénin soient financées au profit des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets comme ça en ce sens, pour pouvoir fabriquer des produits dérivés de nos cultures locales, que ce soit le maïs, le riz, les tubercules et autres. Nous savons qu'il y a plein de projets dans ce sens-là. Il faut pouvoir pousser les gens à aller vers. Nous disons aussi qu'il faut financer aussi des fermes d'élevage, parce que, comme vous savez, nos animaux consomment énormément de céréales. Nous-mêmes, nos chiens à la maison, nous achetons des croquettes, tout ça, c'est fait à partir de céréales, mais nous achetons importés, nous achetons des choses importées, alors qu'il est facile de les transformer au Bénin avec nos produits. Et tout ça participera à aspirer toute la récolte, je suis persuadé, toute la récolte qui soit de nos champs, et le paysan n'aura plus à traîner dans ses greniers partout, des produits qui lui restent sur les bras, et nous n'aurons plus de situation d'urgence. C'est ce genre de production, ce genre de propositions qui forment un tout que nous demandons au gouvernement d'adopter. Et si je prends chaque autre cas que nous avons énuméré, nous avons des propositions comme ça où les projets s'imbriquent. On sait que ça va se partir d'ici, aller là, aller ensuite, de façon à ce que nous ayons des systèmes intégrés totalement prédéfinis. Et ça, c'est de la planification. Et je suis content que mon ami Ama soit là, parce que justement son leader est ministre de la planification. Et je crois que je fais partie des prochains de cette manière. Nous allons beaucoup lui écrire aussi à ce ministre. Alors justement, puisque vous avez titillé monsieur Afonso Bey, on sait que monsieur Afonso Bey, votre alliance s'est engagé à créer 500 000 emplois. Bien sûr, donc pendant 5 ans, le régime, ça va du nouveau départ, a démontré le caractère réaliste, bien sûr, donc de la promesse du président Abdoulaye Tchani. Alors quand on écoute monsieur Delan Bigon, on a encore l'impression que les 500 000 emplois, c'est pas forcément dans les bureaux. On peut, comme il le dit si bien, créer des emplois autrement. Tout le monde vient dans les bureaux cravater, et ainsi de suite. Excusez-moi le mot, cravater, c'est une manière de parler. Tout le monde est en cravate. Non, mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous savez, quand on parle de 500 000 emplois, il y a des emplois directs et des emplois indirects. Quand vous prenez par exemple l'asphaltage, le projet de l'asphaltage, ça génère beaucoup d'emplois.
Le gouvernement de Patrice Talon n'a pas parlé seulement de 500 000 emplois en l'air. C'est devenu une réalité. Le Bénin est en perpétuelle évolution aujourd'hui sous le régime de la rupture. C'est ceux qui ne veulent pas voir et qui critiquent en disant qu'il n'y a pas d'emploi. Il y a beaucoup de symptômes dans le pays. Non, il y a beaucoup de symptômes. Vous voyez, et quand on parle de l'emploi, les gens croient que c'est quand on te met dans un bureau que tu as d'emploi. Je prends le projet de l'agriculture, de manioc. C'est des emplois, quand ça va commencer, c'est des emplois directs, indirects. C'est des gens qui vont négocier sur le manioc, la transformation, les trucs. Donc, les gens croient que c'est quand on donne les gens dans le bureau, ou bien c'est quand on lance des concours, où c'est près de 100 personnes, vous avez près de 5000 personnes qui compétient. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a d'emplois dans le pays. Non, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui est en train de faire par rapport à l'emploi de la jeunesse du Bénin. Donc, les choses sont là, visibles, que nous voyons, que nous touchons du doigt. Donc, c'est ce que moi je peux dire par rapport à l'emploi. Les 500 000 emplois sera réellement une réalité. Et le gouvernement est en train de faire un gros travail pour en arriver là. Et nous allons faire le point. Je dis, aujourd'hui, nous ne va pas fuir nos responsabilités. À la fin, nous ferons le point. Donc vous aurez les 500 000 emplois à la fin. Il y aura 500 000 emplois. Ça là, c'est clair. Ça se décompte déjà. Monsieur François, vous savez que selon les statistiques, aujourd'hui, 70% des jeunes sont livrés au chômage. Les 30% des chanceux acceptent pour la plupart des emplois mal payés et largement en dessous de leur qualification. Alors, quand on voit tout ça, on se dit, c'est vrai, on a l'emploi. Vous avez des gens qui ont la maîtrise, qui ont le doctorat, mais qui, voilà, sont dans les bureaux de peut-être celui qui gagne l'argent ou bien le salaire de ce gars, le bac ou le BPC. C'est très difficile aujourd'hui, mais c'est déjà une avancée, il ne faut pas se le cacher. Et ces genres de choses, des fois, frustrent la jeunesse à des moments donnés. Mais tout le monde ne peut pas travailler dans le bureau. Tout le monde ne peut pas travailler dans le bureau. Et on peut avoir le doctorat aujourd'hui et s'investir dans le privé. Ok? Donc, ceux qui croient qu'en ayant le doctorat ou bien la maîtrise, bien de licence, bien de master, et que nécessairement il faut porter de costume pour rester dans le bureau, c'est peut-être ceux qui parlent aujourd'hui peut-être de 70% de chômage, de 80% de chômage. Parce que, vous savez, moi qui vous parle ici, je ne travaille pas pour l'État. Je suis dans le privé. Donc, en étant dans le privé, j'ai aussi créé des emplois. Donc, vous voyez, c'est comme ça, nous allons d'essayer d'aider les gouvernants aussi à bien faire les choses. Et au lieu de croire qu'il faut rester dans le bureau, il faut nécessairement être nommé, il faut nécessairement passer des concours et réussir à ces concours pour pouvoir prouver que vraiment c'est maintenant qu'il y a de l'emploi de la jeunesse. Non, c'est pas. Moi, je mets l'accent sur le privé. Le gouvernement doit accompagner les partenaires privés à créer d'emplois. Parce que dans un pays, seuls les privés aujourd'hui peuvent créer des emplois. L'État n'a plus de force pour recruter. Ça, là, c'est une évidence. Il faut que les gens comprennent ça. Il faut que les gens comprennent. Vous savez, quand l'État va subventionner les privés, les jeunes opérateurs économiques, les jeunes qui ont des projets de manioc, les projets de RI et d'autres projets, ça va générer des emplois. Et c'est une aide que ces privés-là sont en train de faire. Donc, moi, je plaide le cas pas parce que je suis dans le privé, il faut que l'État finance plus le privé, à quand même l'aider à créer des emplois. Mais c'est évident, vous comprenez alors la lettre à la rubrique de l'ancien président de la République, Boni Yaye, qui attire l'attention de tous les Béninois et surtout de la jeunesse sur le malaise et les grognes de plus en plus assourdissants. Il dit, je cite, il faut prêter attention aux grognes de la jeunesse qui représentent 100% de la population. Ça, c'est l'ancien président de la République, Boni Yaye, qui le dit. Pendant 10 ans, c'est parce que peut-être lui, il a pu faire par rapport à la jeunesse,
mais il attire l'attention du président Talon par rapport au danger qui guette la jeunesse béninoise. Oui, bon, si vous voulez, chez nous, le cri du président Woniaï, l'ancien président bien sûr, n'a pas plus de valeur que le cri de tous les jeunes qui vivent cette situation au jour le jour. Pour nous, c'est une voix de plus. Vous comprenez qu'il n'a rien dit de plus que ce que les gens disent. C'est vrai que la lettre, je ne l'ai pas lue dans tout son contenu, donc je ne peux pas vous dire. Mais je pense que pour quelqu'un qui a quitté il y a 2-3 ans, il n'était pas forcément la personne indiquée pour dire la chose, parce que aux yeux de nos jeunes, il fait partie quand même des sources de problèmes que nous vivons. Oui, je ne le cache pas. C'est vrai qu'en son temps, il a fait ce qu'il a pu, mais le problème ne date pas d'aujourd'hui. Quand vous prenez les cris de détresse des jeunes, en 2016, les gens disaient déjà une partie de ce qu'ils disent aujourd'hui. Si vous permettez, je préfère revenir sur le cas des 500 000 emplois. 500 000 emplois parce que il y a à peu près 3 ans dans ce même bureau, je crois que c'était avec le maître, l'actuel directeur de cabinet du ministre du plan. Voilà, le maître d'Almeida, je crois, c'est chez vous, on avait déjà eu ce débat par rapport à 500 000 emplois que nous trouvions déjà ensuite énorme, parce que on se demandait comment est-ce que le Bénin, pour ce qu'il représente, pourra fournir 500 000 emplois. Mais il semblait convaincu. Et dès que l'on a vu les 500 000 emplois dans le PAG, on s'est dit, ok, c'est l'apport du président ABT sûrement, qui doit savoir où et comment il pourrait arriver à avoir les 500 000 emplois. La réalité est un peu compliquée, parce qu'il y a les chiffres et il y a ce que nous vivons. Quand je dis nous, c'est nos jeunes. Parce que nous écoutons, les gens n'ont pas encore l'impression qu'ils ont des emplois. C'est vrai, aujourd'hui, les routes se font. C'est vrai, il y a eu quand même, quoi qu'on dise, un bond énorme au niveau de la production de coton, de l'anacarde et autres. Mais ceux qui parlent généralement de chômage, quand vous prenez le concept de chômage au Bénin, c'est des gens qui ont étudié, qui ont appris un métier, qui savent faire quelque chose et qui voudraient exercer dans ces choses-là. Et cette catégorie de jeunes n'a pas encore trouvé son compte. Les ouvriers trouvent leur compte, je l'avoue. Quand vous prenez les ouvriers de bâtiments et autres, ils travaillent parce que tous les jours il y a des routes qui se font. Mais le fait est que ceux qui se plaignent du chômage, ceux à qui on a promis des emplois, ne l'ont pas encore trouvé. Ça, c'est un fait. Et au-delà des chiffres, au-delà des statistiques, il serait bien qu'on écoute les jeunes pour connaître leurs aspirations, parce que le drame serait que à la fin du mandat, le gouvernement a l'impression qu'ils ont réussi leur mission et que les jeunes aient l'impression contraire. Quand vous regardez un peu les projets que nous avons sélectionnés, le premier critère que nous avons cherché de ces projets, c'est le potentiel de fourniture d'emploi. C'est-à-dire c'est le projet qui a le plus fort potentiel pour donner des emplois aux jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à mi-mandat. J'aimerais demander autant à mon ami Armand, commande du gouvernement aujourd'hui, que lorsque dans un match, nous sommes à la mi-temps, on n'a pas le temps de se féliciter. Nous avons un but, nous voulons aller quelque part. C'est la mi-temps. Lorsque nous sommes dans les vestiaires, parce que c'est le cas maintenant, lorsque nous sommes dans les vestiaires, il serait important que nous insistons plus sur nos faiblesses sur le terrain pour pouvoir les renforcer. Nous connaissons nos qualités, c'est pas grave, elles ont servi. Mais nous voulons gagner, c'est comme un match. Il est temps que nous essayons de voir ce qui n'a pas marché pour pouvoir le corriger, parce que justement le président de la République qui est l'entraîneur national, il a encore du temps, il a encore 2 ans et demi pratiquement devant lui, et il doit utiliser efficacement ce temps, sans savoir que, sans oublier du moins que dans ces 2 ans et demi, il y a quand même des élections qui viennent le perturber. Donc c'est un challenge pour lui, et je pense que pour avoir été déjà, avant d'être président, pour avoir été un long opérateur économique à succès, il est habitué aux compliments, non, il n'en a pas besoin. Je pense que pour le moment, nous devons mettre la main dans la main et dire ce qui ne va pas, et que nous pouvons corriger rapidement pour que, comme il veut, comme il décide, comme il souhaite, que ce mandat soit une réussite. Si vous voulez, excusez-moi, je donne un seul petit point. Quand vous prenez le coton, par exemple, comme je l'ai dit, le coton a connu un bond formidable. Mais nous, à Initiative Jeune, nous nous sommes dit, mais les Béninois dans leur entièreté ne profitent pas encore complètement de ça. C'est vrai que les paysans profitent, les transporteurs et autres, les transitaires, il n'y a rien à faire, ceux-là, ils trouvent leur compte. Mais nous demandons, nous allons écrire au président en ce sens pour lui dire que la jeunesse demande
Humblement, parce que nous préférons, face à notre intellectuel qui est le président de la République, nous préférons demander humblement, parce que nous n'allons pas menacer, nous n'allons pas exiger. Nous demandons qu'un quota de la récolte de coton soit gardé au Bénin. Ça peut être 10%, ça peut être 15, 20, 25%, pourquoi pas. Nous voulons faire appel à des partenaires que nous connaissons, qui sont prêts à faire venir des usines du moment où on leur garantit la matière première. Cela peut transformer notre coton sur place. Ça va faire des milliers d'emplois. Le gouvernement a décidé dans les mois à venir, dans les années à venir, que désormais, que ce soit les privés, que ce soit les publics, tout le monde va mettre le kaki. Nous demandons justement que nous ayons un modèle spécial de kaki qui sont fabriqués au Bénin par le coton béninois et qu'on exige que tout le monde, école publique comme privée, achète. Ça fait vous n'imaginez pas, ça fait des milliers d'emplois, parce qu'il y aura les producteurs là-bas qui seront payés automatiquement. Des jeunes vont travailler dans ces usines-là, il y aura des revendeurs, ça va créer beaucoup d'emplois. Les treillis de nos militaires, les uniformes de nos policiers, tout ça peut être fait sur la base du coton béninois produit au Bénin. Je pense que ça peut être un fort, ça peut ramener, si ce n'est pas financé, au moins au niveau des emplois, nous allons trouver notre compte. Je regarde, je ne sais pas méchamment, mais je suis avec une attention particulière à tout ce que vous dites par rapport à ça. Non, je vais me prononcer d'abord par rapport à la lettre ouverte de l'ancien président Dr Thomas Boni Yaya à la République. Je pense qu'un ancien président de la République est une bibliothèque de sagesse. C'est des gens qui ils sont les derniers recours. Et quand tu es un ancien président de la République et tu viens chaque fois parler, alors que tu as fait 10 ans, pour envenimer encore les choses, et que celui qui est là nouvellement vient de faire 2 ans et demi. Comme l'a dit mon cher ami, nous sommes à la mi-temps. Et on n'a pas intérêt à encenser le président de la République, Patrice Talon. Mais l'honnêteté, notre honnêteté nous oblige à reconnaître ce qui est fait et qui est bien. Ce qui n'est pas encore fait, on va demander que ça soit fait. On n'a pas encore réussi l'emploi de la jeunesse. Ça, c'est une évidence, c'est clair, c'est connu de tous. Et on ne peut pas créer 600 000 emplois en 2 ans et demi. Le pays était pensé, nous avons pris le pays pensé. Le pays n'était pas debout, c'était pensé. Le pays était presque à terre. Donc, nous dit qu'en 2 ans et demi, on va relever le pays, et le pays sur la droite, ça c'est utopie. Lui, un ancien président de la République, une lettre ouverte à la République, c'est une honte. Ah bon? C'est une honte. Parce qu'il n'est pas habilité à le faire. Ce n'est pas lui qui doit le faire. Il a géré le pays pendant 10 ans. Combien d'emplois il a créé? Combien d'emplois? Ce n'est pas le fait de partager 10 000 en disant que c'est des microcrédits qu'on crée des emplois. Encore que nous, aujourd'hui, nous donnons 50 000 francs pour le microcrédit. Donc, il n'est pas habilité à le faire. Il faut qu'il donne la chance à toute personne, à la jeunesse, comme l'a dit mon ami, de grogner. Nous sommes d'accord que la jeunesse grogne parce que la jeunesse ne trouve pas d'emploi. C'est clair, c'est normal. Mais ce n'est pas à lui de le dire. Ok? Et comme je l'ai dit, un ancien président de la République est un dernier recours. Et je me rappelle encore du feu général Mathieu Kérékou, quand il sort et il parle, tout le monde l'écoute, parce qu'il c'est une bibliothèque de sagesse. Vous voyez? Donc, c'est ce que moi je peux dire. Je ne suis pas là, je ne suis pas un fou du roi. Moi, je suis un mouvancier éclairé. C'est-à-dire, je ne vais pas applaudir le président de la République parce qu'il faut le faire. Mais l'honnêteté intellectuelle nous oblige à reconnaître ce qui est bien fait. Lui, en son temps, au temps de Yaïboni, on coupait le courant une semaine, voire 3-4 jours. Mais on n'a plus jamais coupé le courant au milieu de pendant une semaine.
Ça, il faut reconnaître ça. Ça, c'est quelque chose. Donc, nous devons reconnaître que il y a beaucoup de choses qui sont faites. Beaucoup de choses ont changé en 2 ans et demi. Mais ça reste beaucoup de choses aussi à changer. Nous sommes d'accord, nous sommes en même temps. On ne peut pas, pour un mandat de 5 ans, on ne peut pas nous demander en 2 ans et demi encore que nous avons pris le pays dans une condition terrible, catastrophique. On ne peut pas nous demander en 2 ans et demi de redresser complètement le pays. Pour paraphraser un peu, monsieur Donald-Pigon, nous sommes à la mi-temps. Nous sommes à la mi-temps. C'est lui qui est sorti bien sûr ce moment-là. Est-ce qu'à la mi-temps, est-ce que vous avez mêlé ou vous mêlez? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est positif au niveau du gouvernement, mais actuellement, c'est un peu... Nous devons décortiquer point par point. C'est notre pouvoir de décortiquer point par point si nous avons le temps. Sur le plan social, quand vous... Vous avez sur le bilan, le mandat du président de la République. Nous allons revenir rapidement sur le statut politique. Vous savez que les blocs aujourd'hui se créent un peu partout, que ce soit du côté de l'opposition que du côté de la mouvance présidentielle pour la législature 2019. Alors, je sais, au niveau de la jeunesse, il n'y a pas de bloc. Et quand vous de loin, vous voyez un peu ce qui se passe au niveau des politiciens. Quelle est votre réaction, M. Donald-Pigon? Merci à vous. Je crois que notre réaction, c'est... Nous sommes confortés, une fois encore, que ce qui se fait aujourd'hui en matière politique ne prend pas en compte les aspirations de la jeunesse. Et pour nous, c'est... Les partisans ont quand même voulu... C'est quand même 250 partis politiques. J'avoue que la jeunesse n'a pas été sollicitée, n'a pas été écoutée par rapport à cette réforme-là. Nous ne pourrons pas l'applaudir. Et notre désolation a été grande de voir la mouvance et l'opposition s'entendent parfaitement sur ce système partisan dans lequel chacun devait son compte. Le fait est que nous avons pris acte. Nous sommes jeunes, nous avons pris acte. Les dispositions de la loi a déjà été promulguée, c'est une loi, nous ne pouvons rien contre. Mais au niveau de la jeunesse, il est clair que nous n'allons pas regarder les bras croisés. Cette page encore se jouer. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons faire des choses, croyez-moi, nous allons faire des choses et les jeunes sont d'autant plus déterminés que ce ne serait le montant de la caution. D'abord, c'est un chiffre, ça ne fait pas peur, c'est un chiffre. C'est un test pour nous, c'est l'occasion pour nous aussi de tester l'engagement de la jeunesse à donner, à dire son mot aujourd'hui dans la politique qui se fait. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous avons eu l'impression que c'était la jeunesse qui était visée par parce que autant le cautionnement que beaucoup de choses. Oui, la jeunesse est sentie. En grande partie, parce que nous avons plus un sentiment d'exclusion. On a plus le sentiment que la jeunesse a été savamment exclue du jeu politique. Et c'est d'autant plus grave que si en 2018, nous l'avons dit, tout est fait pour que ce soit la vieille classe politique qui, à nos yeux, n'arrive plus à répondre aux aspirations du monde moderne, aux aspirations du monde de demain, des nouvelles technologies et autres, qui doit continuer à gérer ce pays-là. Nous ne serons pas sortis de l'auberge. Nous ne comprenons pas que les jeunes de 30, 35, 40 aujourd'hui, 40 ans, que nous sommes aujourd'hui pères de famille, qui aspirent à un Bénin moderne, qui aspirent à un Bénin où nous pouvons nous mettre au niveau des pays du monde, comme on l'a dit. Nous ne sentons pas venir l'engagement, nous ne sentons pas des situations qui peuvent nous pousser à espérer. Parce que vos ambitions ont été brisées, vous avez peut-être l'intention d'aller au Parlement, c'est ça? Après, si vous pensez que nous n'irons pas, c'est vous qui pensez que nous n'irons pas. Bien sûr que là où il y a le pas de cautionnement, par exemple. Non, le cautionnement ne fait pas peur. Écoutez, c'est peu d'argent. On parle de la jeunesse. La jeunesse, une partie de la jeunesse, croyez-moi, tient l'économie, même si elle ne parle pas beaucoup. Nous avons des gens au Bénin, nous avons des gens à l'extérieur. Nous avons des amis, des partenaires, 240 et quelques millions, je ne sais plus. C'est pas beaucoup d'argent, croyez-moi. La jeunesse n'a pas peur de ça. Comment dire, c'est cette volonté d'exclusion qui nous embête. Nous allons nous conformer au test. Et croyez-moi, il y aura beaucoup de jeunes qui vont à l'Assemblée. La loi ne pourra rien. Croyez-moi, c'est dit. Vous allez défier la loi? Non, pas défier la loi. La loi ne peut plus empêcher. Vous comprenez, c'est une dynamique. Rien ne pourra l'empêcher. Surtout pas cette caution-là, croyez-moi.
quand vous écoutez les jeunes aujourd'hui, vous savez, vous sentez quand même une certaine détermination. Je permettez que je fasse une petite confidence. On avait écouté le président face aux syndicalistes, je crois, dire à un moment donné que lui voulait une gouvernance apaisée. Donc on a compris qu'il voulait faire avec la classe politique qui était là. Pour pouvoir travailler, parce que quand c'est des députés qui étaient là, il est obligé de travailler avec eux. Maintenant que nous avons la chance de pouvoir reprendre les élections, de pouvoir envoyer vers cette assemblée-là des gens, nous devons quand même faire preuve d'exigence, nous devons faire preuve d'une certaine, comment dire, nous devons demander à ce que ce soit des gens éclairés. Aujourd'hui, quand vous parlez de RAVIP, de tout ça, aujourd'hui, c'est des... Comment dire, c'est la technologie qui s'impose aujourd'hui au monde. Hein? Lorsque vous prenez un citoyen et que vous tapez son numéro d'identification, dans les pays, vous avez tout sur sa vie. Vous connaissez son adresse, s'il a eu même des interventions chirurgicales, tout est noté. S'il a eu des problèmes, qu'il est allé en prison, vous avez tout sur sa vie. Vous pouvez arriver à ça, il a fallu qu'on mette en place des bases de données un peu partout et qu'on puisse les renvoyer tous vers un fichier central pour pouvoir avoir toutes les données. C'est de l'informatique, c'est-à-dire le monde évolue. Hein? Et quand nous commençons, nous voyons déjà le président Patrice Talon aller vers ces ambitions-là. Nous sommes quelque peu surpris qu'en même temps, on empêche, parce que, croyez-moi, il y a des hommes politiques qui sont là depuis 30 ans. Hein? Depuis que je suis né, moi j'ai connu des hommes politiques qui n'ont jamais changé, qui sont toujours responsables de leur parti, qui en 30 ans n'ont pas formé des jeunes aguerris pour pouvoir prendre leur place. Ça nous inquiète. Quand on dit que la jeunesse est pressée, je dis non, celle qui n'a pas été pressée, qui a servi ces gens-là pendant 30 ans. Aujourd'hui, quelle a été la récompense de ces jeunes-là? C'est les mêmes leaders qui sont là et qui n'ont jamais trouvé d'héritier à leur parti. Donc il y a une volonté ferme. Et ces gens-là sont dépassés par les aspirations du monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous écoutez les jeunes, et vous écoutez la volonté de la jeunesse, hein, de vouloir vivre comme tout le monde à travers la planète, vous voyez qu'ils n'ont pas de solution pour vous. Et cette jeunesse-là ne se reconnaît plus dans cette vie politique, dans ces aspirations. Donc, croyez-moi, il y aura des jeunes députés. Alors, M. Armand Afonsapo, votre alliance a tenu une convention nationale le 11 août dernier à Parakou. Votre leader charismatique, Abdoulaye Biachani, a souhaité une grande ouverture afin donc de réincarner une nouvelle dynamique capable d'opérer des choix justes et surtout concertés. Alors, vous êtes donc du bloc dynamique unitaire. Pourquoi avoir choisi ce bloc? Et répondez également à la question par rapport à la jeunesse. Ils sont un peu frustrés aujourd'hui, ces jeunes, par rapport au cautionnement. Votre réaction? Oui, c'est vrai que nous avions fait la Convention nationale de la jeunesse de l'Alliance ABT à Parakou l'autre fois. Même avant ça, je pense que nous avons une tradition de souhaiter les vœux à notre leader tous les ans. Et il nous a déjà préparé psychologiquement dans son discours face aux militants de l'Alliance ABT en disant que dans les prochains jours, nous allons nous fondre dans un grand bloc par rapport au système partisan. Et tout ça participe quand même à la volonté du président de la République qui, en étant candidat, a demandé à faire des réformes institutionnelles et politiques. Donc, vous savez, nous sommes de la dynamique unitaire. Pourquoi avoir choisi la dynamique unitaire? Non, mais la dynamique unitaire, pourquoi avoir choisi la dynamique unitaire? C'est parce que, vous savez, le président a émis le vœu d'avoir 2 blocs. Vous savez, 2 blocs pour aller aux élections. On ne peut pas aller aux élections de façon éparpillée. Parce que vous savez que quand vous gérez un pays, vous devez avoir une majorité à l'Assemblée qui doit vous accompagner vos réformes. C'est dans ce sens que les concertations ont commencé, les personnalités politiques, les députés, les ministres, et d'autres personnes se sont retrouvées dans un cadre de concertation et puis ils ont commencé par échanger. Ça a commencé, ils ont donné un nom, la dynamique unitaire. Nous en étions là quand d'autres ont commencé par venir en route, l'UND, le PLD, tout ça. Et le problème ne se pose pas nous à notre niveau. Nous sommes prêts, nous sommes préparés pour ce bloc. Pourquoi? Parce que vous savez, nous sommes de la majorité présidentielle. Et l'une des devises aujourd'hui de l'Alliance ABT, c'est la loyauté totale au président de la République. Nous, notre leader le dit.
il est de la majorité, il accompagne la vision du chef de l'État et nous sommes d'accord pour appartenir à un bloc. Donc c'est ça qui nous a poussé aujourd'hui à être dans le bloc 2, le bloc constitué de la dynamique unitaire, de ceux que j'ai cités tout à l'heure, qui depuis hier a un nom. Tout à fait, puisque c'est que le président de la République a mis sur pied une équipe de 7 personnes pour accomplir le parti républicain. Ah, c'est le parti républicain, donc c'est en exclusivité. Donc en exclusivité, donc le parti républicain. Moi, j'appartiens à ce bloc-là. L'Alliance ABT appartient à ce bloc-là. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de remue-ménage par rapport au logo. Le débat ne se pose pas. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, monsieur, il n'y a plus de PRD, il n'y a plus de ABT, il n'y a plus de CMT. Non, il n'y en aura plus. Parce que vous savez, depuis hier, il y avait le multipartisme intégral au Bénin nous a créé beaucoup d'années. Ça nous a créé beaucoup d'années. Vous savez, nous n'avons pas de parti d'envergure nationale. Nous avons beaucoup de partis d'arrondissement, de partis de quartier, de partis des communes. Mais qui est le président du parti républicain? C'est qui? Non, mais écoutez. Parce que le président de la République il y a tellement de monde. C'est que tu dis, on n'est pas encore à ce niveau. Nous sommes en construction d'installer un grand parti qui doit avoir une envergure nationale. C'est ça. Nous sommes à cette étape. On n'est pas dans les petites communes de qui sera le président, peu importe celui qui sera le président. Le jeu sera fait. Puisque nous sommes entendus pour laisser nos identités. Est-ce que la jeunesse a été écoutée, comme il dit, parce que la jeunesse peut être souvent écoutée? Est-ce que vous avez... Moi, je suis militant d'une alliance politique. Je ne suis pas dans un mouvement politique. Vous voyez? Donc, en étant dans une alliance politique, moi, j'adhère à ces idéaux. Le problème ne se pose pas. Le seul problème peut-être qui se pose et qui est un peu difficile pour nous, c'est le logo du PRD. Le problème du logo, pas le problème du logo du PRD. Parce qu'on dit que l'entièreté du logo du PRD figurant au niveau du parti républicain. Est-ce que finalement le PRD a son logo en entièreté sur le parti républicain? Je vais vous dire quelque chose. Le bloc de la dynamique unitaire qui est aujourd'hui le parti républicain est issu de beaucoup de mouvements et de partis politiques. Et chacun de ces partis politiques aussi ont des logos. Donc un parti ne peut pas prendre le dessus pour dire que lui, c'est son logo qui va rester sur le logo du nouveau parti. Le logo du nouveau parti. Parce que autant que ces militants s'identifient à son logo, c'est autant que d'autres partis politiques issus de ce bloc aussi ont des militants qui s'identifient à leur logo. Moi, je suis Baobab. Le logo de l'Alliance ABT, c'est le Baobab. Moi, je me retrouve plus à travers ce logo, mais en étant dans ce bloc, nous avons concédé, nous avons renoncé à notre logo. Donc, chaque parti de ce bloc doit renoncer à son logo. Le débat de logo ne se posera pas. Les gens veulent manger le piment dans notre bouche, mais ils ne mangeront pas. Ils ne mangeront pas. Et c'est clair pour tout le monde que le problème de logo ne se posera pas. Il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Je vais rebondir sur une situation dont mon frère Nathalie Vigan dit que la jeunesse a été oubliée dans le... Non, mais vous savez, moi je dis le nouveau code électoral met fin à la plaisanterie politique. Moi je suis tellement content par rapport à ça. Est-ce que la jeunesse a été associée? La plaisanterie politique, quand tu es jeune qui veut faire de la politique, tu dois aller à l'école du militantisme. Tu dois aller à l'école du militantisme. Tu dois militer dans un parti. Et c'est ça aujourd'hui qui est c'est ça aujourd'hui qui sert. C'est ça aujourd'hui c'est ça ce qui gêne un certain nombre de jeunesse. Quand on parle de caution aujourd'hui, vous savez pourquoi aujourd'hui dans la réforme politique du président de la République, on veut limiter les partis politiques? C'est parce que l'animation de la vie politique est constitutionnelle. Et l'État a le devoir, a le droit d'accompagner les partis politiques, de financer les partis politiques. L'État ne peut pas vous financer et vous voulez compétir
et refuser de payer 250 millions. Et quand on parle de 250 millions, c'est de l'intoxication. C'est vrai que c'est 250 millions, mais avec le nouveau code, je pense que nous aurons probablement 99 députés. Mais faisons 250 millions divisé par 99. C'est ce que les gens ne disent pas. C'est de l'intoxication. Et nous devons expliquer ça à la population. Nous allons faire 250 millions divisé par 99. Ça doit faire à peine 3 millions. Mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. On ne peut pas subventionner les partis politiques. Et ces partis vont refuser. Par exemple, si nous avons des blocs qui ont des sièges, parce que prochainement, les sièges ne seront plus des sièges régionaux, des sièges de circonscription. Tu es député national. Tu n'es plus député de Port-au-Prince, le député d'Abomey. Parce que tu es député national. Ça veut dire c'est à partir de 10% que vous décrochez des sièges. Et c'est par rapport à ça que l'État va vous accompagner. Donc le problème de caution aujourd'hui ne se pose pas. Mais l'État n'accompagnait pas les partis politiques avant. Mais ils dépensaient des milliards. On a vu une coalition aller aux élections dans ce pays qui allait prendre 15 milliards à un opérateur économique. Mais demander de payer 250 millions par rapport à 15 milliards, ça pose des problèmes. C'est de l'intoxication. On n'a jamais vu de payer 250 millions. Il faut que les gens fassent ce calcul-là de diviser 250 millions divisé par 99 et c'est financé, vous avez compris. Et c'est le chiffre. C'est le chiffre aujourd'hui parce que nous avons malgré toutes les pétitions, malgré toute l'intonation de mon ami Armand, c'est incompréhensible. Il n'y a franchement rien à comprendre. Soyez sûr. Non, je vous en prie. Dites-moi si vous êtes sur une liste et que vous êtes sur une liste d'un parti et que vous êtes 20e, vous ne paierez pas parce que vous êtes convaincu que le parti n'aura pas 20 députés. Quel parti peut aspirer à avoir 20 députés? Si moi je suis sur une liste et que je suis peut-être 10e déjà sur une liste, je ne paierai pas parce que je suis convaincu que je vais payer pour les autres. Et attendez voir ce que ce soit le leader des blocs qui paye encore pour les élections à venir. Il faut que nous disons la vérité. Ces calculs-là, c'est vrai, c'est arithmétique, mais ça ne suit aucune logique, il n'y a pas de réalité dedans. Excusez le terme. Si vous êtes 15e, est-ce que vous avez payé la caution? Non, mais 10e. Est-ce que c'est moi qui paye la caution? Vous savez, l'une des choses aussi qui sont instruites dans les partis politiques, c'est la cotisation. J'ai dit que je ne veux pas faire un débat de mouvement. Moi, je suis militant d'un parti politique. D'accord. Ok. Et chez nous, pour faire des activités, nous faisons nos activités par cotisation. Je donne l'exemple de la Convention nationale de la jeunesse de l'Alliance Habitée à Parapanco. Ce n'est pas le président qui a financé. Nous avons continué. Donc, je dis, la plaisanterie politique est terminée. Quand tu n'as pas le pouvoir d'aller aux élections, tu le laisses. Il n'y a pas de souci. Non, mais la politique laisse parce que quand tu milites dans un parti politique, tu es censé cotiser pour le parti. Oui. Pour compétir. Oui. Vous devez cotiser pour aller compétir. Les gens parlent tout comme si on va rester encore dans le schéma de on se lève seulement pour dire je suis candidat. Non, si vous permettez que je tu es candidat et tu es porté par un parti politique. Oui, c'est ça. Tu es porté par un parti politique. Et quand vous regardez ces partis politiques, nous avons des opérateurs économiques, nous avons des ministres, nous avons des députés, nous avons des commerçants, et c'est tout cela qui cotisent. Oui. Bon, je crois que cela ne pose aucun problème. Je continue de dire que M. Armand est dans l'idéal. Il est dans l'idéal parce que tout ce qu'il paie aujourd'hui, c'est la réalité du parti ABT qui du reste porte le nom de son leader. Aujourd'hui, parce que j'aimerais que nous remontons sur les réalités de ce parti-là il y a 5 ans. Croyez-moi, c'était absolument pas la même chose. Quelle est la recette mensuelle de cotisation des membres du parti ABT dans les eaux de M. Armand? S'il va vous dire la vérité, je suis jeune, je sais ce que c'est. Les mouvements, comme il dit, lui n'est pas un parti, mais dans les mouvements, nous cotisons de l'argent. Nous n'avons pas le choix parce que nous n'avons pas un leader de parti pour donner de l'argent. Nous connaissons les réalités des cotisations. Les Béninois, c'est nous, il n'y a pas de... C'est-à-dire, à vous ce que vous avez des militants d'ailleurs, les militants ne cotisent pas de l'argent au Bénin. C'est utopique.
C'est ça. C'est les mêmes qui se plaignent tout le temps. Allez devant le domicile d'un leader du parti. Ce matin, vous allez voir, il y a une foule de militants qui sont déjà là pour venir poser leur problème d'argent. Ce n'est pas ceux-là qui vont cotiser de l'argent. Écoutez, je l'ai dit, M. Armand est dans l'idéal. Maintenant, pour se permettre que je dise un mot par rapport à Dynamique Unitaire aujourd'hui qui est devenu le Parti républicain. Déjà, le Parti républicain, je me connaissais un peu. Je crois que le ministre dit c'est un parti républicain. Il ne faudrait pas. Enfin, je tire l'attention au passage, parce qu'il se pourrait qu'il revendique la paternité de ce parti républicain. Parce que si je peux me tromper, je m'excuse au passage. Mais si aujourd'hui le Parti républicain, que notre ami Armand nous a pompeusement présenté ce matin, n'a pas de président, c'est parce qu'il y a déjà un problème de leadership. Comprenez? Parce que à notre petit niveau, à Initiative Jeune par exemple, je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas le plus en vue pour forcément représenter le collectif. J'ai par exemple mon vice-président qui est invité dans les jours à venir, le mois d'octobre, à l'ONU, à l'initiative contre la faim, de présenter une... Mais écoutez, c'est un truc qui a été fait. Oui, mais là-bas, il va parler de la réalité de la population. Celui-là aurait pu revendiquer la présidence du collectif. Je prends encore un autre président d'association qui a une association Bénin et une autre en France qui fait beaucoup de choses sur le terrain, qui est M. Romaric Boko, qui fait aussi beaucoup de choses sur le terrain au Bénin, et dont les actions sont connues, et qui pourraient aussi revendiquer. Mais il y en a d'autres. Ces gens-là ont compris que l'objectif et l'enjeu est plus important que le leadership personnel. Et qui ont voulu que ce soit moi qui conduise aux idéaux de cette... C'est cette même... C'est-à-dire c'est à cette même état d'esprit que je convie les leaders que nous avons aujourd'hui, parce que la bataille de leadership et de logo n'a même pas encore commencé. Attendez voir ce que dans les mois à venir, dans les semaines à venir, qu'il y a encore d'autres remous. J'aimerais dire à M. Armand que si déjà au sommet là-bas, il se bat autant, il sait très bien que dans son parti, il n'a pas eu son mot à dire en tant que... Mais il faut dire facile quand même, hein, quand on prend le PRD, on ne peut pas en un jour régler tous les problèmes, parce que c'est des 5 ans quand même d'existence. Il y a quand même l'idéal voudrait qu'on règle d'abord les problèmes avant de... Non, peut-être que c'est vous qui avez dit. Il faut planer d'abord les difficultés, parce que le risque qui se met dans ce spectacle, laissons même cet spectacle, qui est propre à l'ensemble. J'aimerais rappeler à M. Armand que je parie qu'il n'a pas été associé, qu'il n'a pas été consulté en tant que jeune, ni même un bureau de jeunes, sinon l'ensemble de la jeunesse n'a pas été consulté à son niveau pour pouvoir adhérer à la chose. Parce que je me rappelle bien qu'il y a eu... du bureau politique. J'en parle justement parce que je sais que ses collègues, peut-être mieux inclus, ont écrit une lettre assez acerbe pour dénoncer cette alliance qui se prépare. J'ai lu ça dans la presse. C'était un militant de l'ABT qui... Mais écoutez, ils ont le logo du PRD, certes, mais jusqu'aujourd'hui, et malgré l'alliance, vous comprenez avec moi que le problème n'a pas été évidé. Pour moi, c'est la preuve qu'ils n'ont pas été écoutés. S'ils ont été écoutés, le problème aurait été aplani avant même la création de l'ensemble. C'est l'un des problèmes auxquels nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus d'accord. Parce que nous avons l'impression, nous sommes convaincus, nous voyons tous les jours que la jeunesse n'est pas écoutée. Nous sommes cantonnés à un rôle de coller d'affiches, de jeunes comme dans les bâchers pour scander le nom des candidats. Et cette étiquette qui est collée à la jeunesse reste. Et dès qu'il y a quelque chose de sérieux, la jeunesse est tout de suite écartée. Les décisions sont prises et on informe la jeunesse. Et c'est cette façon de faire que je pense qu'aujourd'hui nous devons quand même combattre. Je pense que je vais vous dire quelque chose. Mon frère Nathanaël est beaucoup pressé par rapport au bloc qui est en train d'être instauré. Il faut, pour définir les responsables d'un parti politique, il faut le congrès constitutif, il faut ça. Donc il est plus pressé que nous. Donc ça va être doucement. Mais je vais revenir sur la lettre ouverte, les plaintes des militants de l'Alliance ABT dont il parle. En fait, je suis membre du bureau politique de l'Alliance ABT et j'ai été associé à tout. J'ai participé à tout. Et il s'agit de quoi? Vous savez, le parti, l'Alliance ABT n'est pas une alliance
qui est personnalisé. C'est-à-dire, ce n'est pas... Il y a un débat démocratique, c'est un débat démocratique. C'est ça. Ça, c'est l'un des rares partis au Bénin où le débat démocratique est instauré. Le leader de l'Alliance ABT ne s'impose à personne. Et dans tout ce qu'il fait, il cherche toujours le consensus, la voix de tout le monde. C'est dans ce cadre que nous avons été conviés à une réunion. Parce que, écoutez, c'est un comité qui travaille. Tout le monde ne peut pas rester dans ce comité. Mais nos représentants, à un moment donné, doivent nous revenir, nous faire le point. Et c'est ce point là que nous avons, qui nous a été fait au siège avec le leader de l'Alliance ABT. Mais le débat démocratique qui existait dans l'Alliance nous oblige à se prononcer sur le point que nous avons fait. D'où ce que vous avez constaté. Nous avons dit ceci et ça, on le répète. Et ça a été... Mais qui avait même parlé le jour-là? C'est moi qui est devant toi. Je dis, mais nous sommes d'accord de rester ensemble. Mais on va se sacrifier. Chacun va laisser ce qu'il avait. L'Alliance ABT va laisser le logo Baobab. C'est de la même manière que le PLD va laisser le logo PLD. C'est vrai que c'est difficile. Mais nous sommes obligés d'en arriver là. On n'a pas le choix. À moins qu'on ne veut pas se plier à la décision du groupe. Donc le débat ne se pose pas. On ne peut pas refuser à une alliance politique qui a des militants au cours d'une réunion de ne pas quand même s'indigner et par rapport à des choses. C'est clair, chez nous ça se passe. Il arrive des moments où le leader de l'Alliance ABT et nous, on ne s'entend pas. Mais au finish, le débat, ça se passe toujours de façon normale. Puisqu'on a fait, il nous a donné des explications. Et quand nous sommes prononcés par rapport à un certain nombre de choses, il a donné des explications, il nous a satisfait. Et le débat est court. Le seul débat au fait qu'il existait, c'est le débat de logo. Et comme je l'ai dit, moi je suis membre de l'Alliance ABT. Les militants de l'Alliance ABT à Abomey s'identifient par rapport au logo Baobab. Donc si moi je décide, les militants de l'Alliance ABT d'Abomey décident de concéder le logo et oublier le logo Baobab, c'est de la même manière que notre parti qui a son logo aussi, qui doit rester dans le bloc, doit concéder. Ça là c'est clair, il n'y a pas de débat. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte aussi la taille des partis? Parce que comprenez que quelques partis qui estiment être un parti leader ne puissent pas permettre d'avoir le même droit qu'un micro-parti. Je pense que si c'est le cas, il s'est déshonoré et puis il fait cavaler ça aussi. Considérer les grands partis politiques. Vous avez entendu, je ferai vraiment qu'ils ont respecté l'injonction du chef de l'État. Ça veut dire que les autres partis aussi doivent le faire. Ce n'est pas que nous n'avons pas le choix. Vous savez, nous avons adhéré de façon volontaire à la dynamique militaire. Personne ne nous a imposé d'adhérer à un bloc. C'est pas possible. Nous avons adhéré et nous sommes prêts à faire le sacrifice. Que ce soit le sacrifice du logo, que ce soit le sacrifice du nom, que ce soit... Quel que soit le sacrifice, l'Alliance ABT va se plier. N'oublions pas que nous sommes de la majorité présidentielle. Et le président de la République va faire des réformes politiques. Nous devons accepter ces réformes parce que ces réformes sont aussi dans nos avantages. C'est ça. C'est comme ça. Donc, il n'y a même pas de problème. Vous savez, ça parle beaucoup au Bénin. On veut toujours opposer les gens les uns aux autres. On veut toujours... Vous voyez, ça dit... J'ai l'habitude de dire à l'opposition ou à ceux qui bavardent un peu, la bataille politique, c'est sur le terrain. Et nous avons 6 mois pour faire le premier test. C'est ça. Nous avons 3 élections. Et dans 6 mois, on va faire le premier test. Si le président Talon est décrié si tant. Vous savez, une minorité va s'imposer à une majorité. Le président Patrice Talon a été voté à 65% de Béninois. Mais quand les gens parlent aujourd'hui, on parle du peuple. De quel peuple les gens parlent aujourd'hui? Le peuple est avec le président Patrice Talon, il a été voté à 65%. Donc moi je dis, au lieu d'aller sur TF1, au lieu d'aller sur Africa 24, au lieu d'aller sur France 24, au lieu d'aller sur BBC, le débat politique c'est le terrain.
Et dans 6 mois, nous allons faire le point. Il n'y a même pas de... Nous allons faire le point. Donc, il faut dire que rien n'est jamais simple pour un président de la République au milieu donc, de son mandat. Le président de la République, Patrice Talon, a été beaucoup critiqué, souvent critiqué lui-même pour ses réformes menées de fond et même au pas de charge, comme on le dit si bien. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé un peu de méthode. C'est ce qu'on a compris chez le président de la République. C'est vrai qu'il y a eu des coups à nous, tout à l'heure, on a parlé bien sûr du rejet des projets de révision de la Constitution. Pendant ces 2 années, comme il y a eu le matraquage fiscal au niveau des populations, il faut dire, si des choses à corriger, on le corrige par rapport à ça, monsieur Boravino. Voilà, c'est pourquoi je parlais de mi-temps en temps. C'est l'occasion pour chacun de nous, de façon totalement honnête, de dire ce qui ne va pas, ce qu'on peut corriger et ce qu'il faut laisser. Ça. Parce que vous voyez, le chef de l'État aujourd'hui, c'est comme une mère à qui vous demandez de choisir parmi ses enfants. Je suis sûr que tous les 47 projets du PAG lui tiennent à cœur. Mais je suis de ceux qui sont convaincus qu'il va quand même falloir laisser certains au profit d'autres, par esprit de priorité. Quitte à ce que, si le temps le permet, on retourne chercher ce qui a été laissé pour pouvoir avancer. C'est l'occasion aujourd'hui, à mi-mandat, pour le président de la République, de tenir compte des grognes, de tenir compte peut-être des paramètres qu'il n'a pas pris en compte, pour pouvoir remodeler son programme, parce que c'est lui qui l'a pensé. Mais je répète au nom de l'initiative jeune, que pour nous, le PAG, qui au départ a donné un peu l'impression du programme que le président a mis en place pour faire le bonheur du peuple, doit devenir un programme du gouvernement, le programme d'action du gouvernement pour le peuple, mais avec le peuple, parce que nous avons l'impression que la population n'est pas associée. Il faut trouver le moyen d'associer les populations, trouver le moyen d'associer les jeunes, les femmes, et les intégrer de façon beaucoup plus active dans la réalisation du PAG, parce que les gens sont un peu stoïques, qui sont à leur place, ils attendent de voir si ça va marcher ou pas, et cette attitude n'est pas bonne. Je pense qu'il revient au président d'inviter le peuple à s'impliquer beaucoup plus dans la réalisation du PAG. Comme ça, je crois que sa réussite sera beaucoup plus partagée et les gens se sentiront plus concernés, se donneront plus pour avoir un meilleur résultat. C'est ce que nous pensons. Ce qui est sûr, nous, à notre niveau, nous allons désormais, par les moyens qui sont à notre disposition, c'est-à-dire par des suggestions et par des actions auxquelles nous pouvons réellement accéder, faire tout notre possible pour que certains projets, ceux qui nous tiennent au niveau des PAG, deviennent une réalité. Et je vous l'ai dit, ces projets sont porteurs d'emplois pour nos jeunes. Et chaque projet réalisé pour nous, c'est des milliers d'emplois, c'est une fierté. Vous demandez que vous associez, c'est ça surtout? Pas forcément, si seulement pour prendre nos recommandations. Le plus important pour nous, c'est que ces projets-là soient plus ou moins priorisés. Si on peut permettre que le président mette une priorité sur ces projets-là, parce que c'est ceux-là qui apportent l'emploi à nos jeunes, c'est ceux-là qui pour nous sont porteurs d'espoir pour la jeunesse. Et si les jeunes sont mis au travail, croyez-moi, c'est beaucoup plus de vecteurs de fierté pour le président. Et il m'a dit qu'il aimerait porter en triomphe. Et je lui rappelle que c'est les jeunes qui ont la force physique de le porter. Il serait bien qu'ils prennent en compte d'abord ces projets-là. C'est vrai qu'il y a eu des quoi, comme je l'avais dit tantôt, pendant ces 2 années, le rejet par 2 fois, bien sûr, dans des projets de révision de la Constitution, la taxation des mots, et le scandale sur les chantiers de l'Assemblée nationale, qui n'a pas encore trouvé une issue favorable. Alors, que faire maintenant, justement, au moment d'affronter la seconde partie, monsieur, du mandat du président Patrice Talon? Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement aujourd'hui? Non, mais c'est clair, moi je souhaite que le président continue sur le lancer de la lutte contre la corruption. Ça, il n'y a même pas de débat, il n'y a pas de négociation. Peu importe la tête de la personne. Vous voyez, on ne peut pas à chaque fois quitter Cotonou pour Porte-Nouveau et voir ce que nous voyons là. Il faut sanctionner les intéressés. Vous savez, qu'est-ce qu'il reste à faire? Beaucoup de choses restent à faire. Moi, je demande au président d'être patient et d'écouter. J'ai l'impression qu'il va vite, un peu trop vite. Non. C'est un homme méthodique. Il est très méthodique.
Ah, le président Patrice Talon, il a la tête sur les épaules. Il n'est pas brouillon. Il n'est pas brouillon. Il n'est pas du tout brouillon. Donc, je n'ai pas le sentiment qu'il va vite. Donc, d'être patient et que d'écouter aussi sa jeunesse. D'écouter sa jeunesse et moi, je ne veux pas parler comme mon frère Vigan qui dit que les gens ne sont pas associés. Non. Vous savez, sur tous les projets, le président sollicite même des cadres béninois qui sont contre lui. Ça, nous avons vu. Il n'y a pas ce projet-là. Mais ça fait partie des choses qui le caractérisent. Des gens sont toujours à leur poste, qui ont fait avec l'autre gouvernement. Donc le président associe toujours les cadres béninois, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance. Il ne fait pas la part des choses. Lui, il veut que le Bénin se développe, et c'est son souci. C'est peu importe la personne qui peut l'aider à développer le Bénin. Je veux qu'il continue sur ce lancé et qu'il soit patient de ne pas écouter les intoxications, parce que chaque fois le Bénin est vilipendé sur le plan international. On a dit que la liberté de presse n'existe plus, on traque tout le monde. Mais écoutez, quand vous gérez le bien public et qu'on trouve des choses à dire, si vous ne vous reprochez pas quelque chose, vous n'allez pas attendre même l'humilité. Tous ceux qui attendent l'humilité parlementaire ou bien l'humilité en tant que ministre, c'est parce qu'ils sont coupables. Si je gère un bien public et je sais que je ne me reproche rien, je dis à l'État, je dis aux instances juridiques, je leur dis, écoutez, moi, laissez le débat d'humilité, je me présente, jugez-moi. Mais on attend les petits communes d'avoir la majorité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les gens critiquent la criette. Vous savez, parce que la haute cour de justice n'a jamais jugé quelqu'un au Bénin. C'est pourquoi, malgré qu'ils sont coupables, il y en a qui ont réellement détourné. Mais il faut qu'on finisse avec ça. Mais le Bénin c'est pas le président de la République, Patrice Talon, qui a inventé. Regardez le Nigeria, qui est proche de lui. Quand Buhari est venu là, la première des choses qu'il a fait, c'est de prendre l'argent du Nigeria qui sont pillés par ses fils. Il est allé en Liban, il est allé à Londres, il a tout fait. Mais aujourd'hui au Bénin, il faut voler, et quand on vole, on devient opposant. Parce que quand on est opposant, il faut se victimiser. Il faut dire qu'on est traqué. Mais nous avons des opposants quand même qui ont géré des choses dans le pays. Pourquoi ceux-là ne sont pas inquiétés? Je ne veux pas citer des noms. Nous avons des anciens ministres aujourd'hui qui font de l'opposition à Patrice Talon. Nous avons des directeurs de cabinet qui font de l'opposition. Pourquoi ceux-là ne sont pas inquiétés? Donc, moi, je vais demander au président de continuer sur son lancée de la lutte contre la corruption. C'est ça là. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. C'est-à-dire tous les dossiers, le dossier César, le dossier de Maria Glita, le dossier... il faut qu'il continue avec le dossier de l'ICC. Donc, il faut que les gens payent pour leur forfait. Parce que le Bénin, c'est pour nous tous. Il n'y a pas un Bénin pour un DG et un Bénin pour un ministre. Nous sommes tous béninois et autant que nous sommes, nous avons lutté pour ce pays. Donc personne n'est béninois que personne. Et pour dire qu'il est au-dessus de la loi et quand on a des choses à lui reprocher, il faut dire on est en train de traquer les opposants et on prend tout le temps de salir le Bénin sur le plan international. Croyant qu'en salissant le Bénin sur le plan international, qu'on n'est pas béninois. Le béninois qui salit le Bénin sur le plan international, il est aussi sali. On n'est pas deux pays. Nous sommes béninois. Donc c'est ce que je peux demander au président de la République. Et une fois encore, je lui demande d'être patient. Donc, parce que ce n'est pas facile d'utiliser ce pays. Tout à fait. De toute façon, je rappelle à tous ces utiles, mesdames et messieurs, que dans 10 minutes, vous pourrez donc intervenir dans cette émission, puisque l'émission finit à 10h50. Merci donc au service des programmes de la radio des défis au CFM qui nous donne 20 minutes supplémentaires pour finir cette émission, parce que le débat est quand même assez intéressant. Alors, monsieur Denis Villon, le jeudi 4 octobre dernier, vous savez, le président Sébastien Diavon devrait être auditionné par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Mais
Adiavon. M. Adiavon donc, a brillé par son absence. L'audience a été reportée donc, au 18 octobre avec l'exigence pour M. Adiavon de se présenter donc, en personne, monsieur, à la Cour. Que pensez-vous, monsieur, de cette nouvelle interpellation, selon vous? Bon, je vais éviter de donner mon avis personnel. Je préfère parler au nom de l'initiative que je représente ce matin. Oui, allez-y. Nous avons pris pour politique de nous mettre un peu en retrait par rapport aux questions de justice, aux questions même de lutte contre la corruption. Parce que nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut prioriser les principes. Et parfois, nous avons l'impression, Bénin, que les choses se font à la tête de l'intéressé. Quand un principe est acquis, quand vous tombez dedans, vous connaissez à l'avance le principe, vous savez ce qui vous attend. Le président de la République, dès sa prise de fonction, pour nous, aurait pu mettre en place un comité de cadres qu'il aurait jugé utile, magistrats et autres, pour traquer partout où ils sont, tous ceux qui se sont rendus coupables de malversation. Je crois qu'il a diligenté entre-temps des audits. Il a les résultats. Donc, il nous revient de faire les choses à sa convenance. Mais je remarque quand même que M. Armand, dans son intervention, a pris soin d'éviter de citer certains dossiers sensibles, qui peut-être parce que les intéressés se retrouvent aujourd'hui dans le cas. Et ça, ça ne gêne pas l'homme que je suis, ça gêne la population de savoir qu'il se pourrait. Vous parlez de quel dossier, vous? Allez-y. Comme je vous l'ai dit, nous invitons. Puisqu'il n'a pas cité cette il y a par exemple le scandale sur l'eau, les machines agricoles, bien d'autres choses que les Béninois vous citent dès que vous voulez parler de scandale, pour lesquels ils aspiraient à un procès, bien, et quand même avoir les responsables présentés devant la justice et qui sont jusqu'à présent sélectionnés. Je ne le dis pas, non, je ne le pense même pas. Je pense que pour que nous arrivons à ce que la population partage la conception de lutte contre la corruption, il serait bien que les dossiers qui sont décriés et qui viennent tout de suite à la bouche des Béninois, qui retrouvent ces gens-là qui sont accusés, qui sont suspectés, répondre de leur forfaiture devant la loi. Les gens sont quelque peu agacés parfois de voir des anciens ministres cités dans des scandales majeurs venir devant les médias, parler totalement à l'aise. C'est un peu comme si la population est défiée. Les gens ne sont pas contents. Et il faut que le président prenne en compte ça. Et quiconque, ça peut être même son petit frère, s'il se rend coupable d'actes assez graves où la population le décrit, il y va de la crédibilité du combat que fait le président de présenter quiconque. Et lorsqu'il fera ça, vous verrez que les gens vont mieux adhérer. Il n'y aura plus besoin. Notre ami Armand ne sera plus obligé de venir défendre coûte certains dossiers au profit d'autres.